us frigid girls and why you say, so did it's time. Boy, hey, what you bringing out into myself is that you're just a clumsy man. You've been up seven skies lately, so I wonder why, but never doubt of doubting yourself. Used to make love feel high, now it's stacked, wonder why. Her mama told her far too well. She said, baby girl, there's no such a thing as frigid girls, and what boys say, so did it start. Darling, what is bringing out into yourself is that he's just a clumsy man. Ego drowned in wine, you finally make your mind. Of you she wasn't satisfied. You went through her body, looked into her eyes. Not once you doubt you sense her mind. There's no such a thing as frigid girls, and why you say, so did it start. Boy, hey, what you bringing out into myself is that you're just a clumsy man. Bonjour à tous, bienvenue à l'événement La Transition s'invite. Vous venez d'entendre le DJ Nkusi en ouverture, un jeune producteur de musique à découvrir. L'événement La Transition s'invite, vous invite à se rassembler pour apprendre, co-créer et propulser la transition sous toutes ses formes, pour développer de nouveaux savoirs et amplifier le pouvoir d'action des jeunes, mais également des adultes. La transition s'invite se déroule du 21 au 23 février, donc c'est déjà le dernier jour. L'événement s'inscrit dans la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique que le Lab 22 offre aux écoles secondaires et également dans la lignée du pacte de l'école québécoise, notre appel à l'engagement et feuille de route pour accélérer la transition écologique à l'école. Pour plus d'informations sur le pacte ou la démarche d'accompagnement, vous pouvez aller au lab22.org, également pour vous inscrire aux autres événements de la journée. Je me présente, je m'appelle Élise Tremblay, je suis conseillère à la transition écologique pour le Lab 22. Donc, j'accompagne 4 écoles dans leur démarche de transition écologique, 2 de la capitale nationale et 2 de Chaudière-Appalaches. Avant de commencer avec notre activité, quelques petits rappels et consignes techniques. On vous demanderait de vous renommer avec votre nom complet et école ou organisation s'il y a lieu. Ça va faciliter la prise de parole ou la période de questions. Pour les questions, vous avez 2 options. Soit vous pouvez écrire votre question dans le module Q et R qui se situe au bas de l'écran.
Ou encore, vous pouvez poser votre question de vive voix en levant la main, également le bouton en bas de l'écran. Et à ce moment-là, vous attendez qu'on vous donne l'accès panéliste. On va vous renommer, puis vous pourrez ouvrir votre micro et votre caméra pour vous poser votre question. Pour tout commentaire, vous pouvez utiliser le chat directement. À noter que l'activité est enregistrée. Donc, on va passer à notre activité écriture engagée, le pouvoir des mots. Pour cette activité-là, nos 3 invités vous proposeront leur vision de l'écriture et leur manière de s'engager dans celle-ci. On va avoir comme panélistes Narges Guettat, Isabelle Picard et Léo Coupal. Bonjour à tous, merci. On va commencer avec un tour de parole chacun. On va commencer avec Narges Guettat. Je vais me permettre de t'introduire brièvement. Narges était avocate en Tunisie avant d'arriver à Montréal en 2019 pour compléter une maîtrise en droit international à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Son travail de recherche a porté sur les effets disproportionnés sur les femmes de l'entente sur les tiers pays sûrs. D'abord stagiaire aux campagnes et réactions aux crises, puis chargée de la coordination de la rédaction et de la publication de l'agenda des droits humains 2021. Elle est maintenant responsable de la mobilisation jeunesse et de l'éducation aux droits humains chez Amnesty International Canada. Narges, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci pour cette belle présentation. Et puis, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter Amnesty International Canada francophone lors de l'événement La Transition s'invite. On peut partager notre présentation et passer directement à la deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais commencer par vous présenter brièvement notre organisation. Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 10 millions de personnes réparties dans plus de 150 pays. Ces personnes se battent au quotidien pour le respect et la protection des droits humains. Nos valeurs sont la solidarité, l'indépendance et l'impartialité. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour réaliser notre mission de défense et de promotion des droits humains, notre travail comporte principalement 3 volets. On a tout d'abord le volet des recherches, puisque les changements concernant les droits humains s'appuient sur du concret. Nos experts et nos expertes conduisent donc des recherches précises, recoupées sur les atteintes commises notamment par les États. Le deuxième volet, c'est nos activités de plaidoyer et notre travail de pression, car nos analyses nous permettent d'influencer les États, les entreprises et les différents décideurs et de les pousser à faire les bons choix. Dernier volet, c'est les campagnes et les actions, par exemple par des pétitions, les lettres, les manifestations. Des militants et des militantes du monde entier font pression sur les personnes et les institutions susceptibles de faire changer les choses. Donc, comme vous pouvez le présumer, à chacune de ces étapes, l'écriture engagée joue un rôle primordial. On peut passer à la diapo suivante. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que l'écriture engagée selon Amnesty International? Pour répondre à cette question, je vous propose de nous consacrer et de nous concentrer sur la rédaction de la lettre engagée. Par expérience, Amnesty sait qu'en cas de violation des droits humains, la lettre demeure l'un des moyens les plus efficaces pour aider les personnes dont les droits sont bafoués partout dans le monde. Donc, quel que soit l'endroit où elle se trouve, la lettre a toujours un impact important pour changer leur situation et l'améliorer. Aucun gouvernement ne peut rester insensible au fait que de partout, des personnes aient pris le temps de rédiger des lettres et de les lui faire parvenir. Le gouvernement autoritaire concerné voudra dès lors poser un geste au profit des personnes dont les droits sont bafoués, les personnes qui sont soutenues par nos lettres, afin de gagner les faveurs de l'opinion publique internationale. Donc, c'est un travail de pression qu'on fait à travers nos lettres engagées. C'est ainsi que votre lettre pourrait redonner la liberté, faire cesser la torture ou en général améliorer les conditions de détention d'un prisonnier ou d'une prisonnière. Donc n'oubliez pas que votre lettre n'est jamais seule. Elle s'ajouterait à celle de milliers de personnes qui, comme vous, auraient décidé d'agir.
Elle n'en est pas moins importante quand elle fait partie d'un nombre important de lettres envoyées pour soutenir la même personne ou la même communauté, puisque la pression sur la personne destinataire, donc l'autorité concernée, est d'autant plus forte lorsque le nombre de lettres expédiées est d'autant plus élevé. Pour les personnes dont les droits sont bafoués, votre décision de prendre votre stylo ou votre clavier d'ordinateur peut donc faire une grande différence. Un exemple concret du pouvoir des mots et de l'action collective est notre campagne qui s'appelle « Écrire, ça libère ». Donc, son nom reflète vraiment l'essence de l'impact de l'écriture engagée et de l'action collective selon Amnesty International. Votre stylo, votre clavier d'ordinateur sont des outils de militantisme en faveur des droits humains. Écrire, ça libère. Écrire, ça change des vies, selon les actions et les campagnes d'Amnesty International. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Celle d'avant. Oui. Donc, quelques règles de base pour rédiger une lettre engagée en réponse à un appel d'Amnesty International et afin de pouvoir l'adresser à une autorité violant les droits humains quelque part dans le monde. Il y a quelques règles à suivre et je vous en partage 5. Donc, tout d'abord, il faut faire preuve de politesse. Le but est d'aider une personne dont les droits sont bafoués. Donc, on va éviter d'écrire une lettre agressive ou accusatrice, car celle-ci sera sans doute rejetée. Vous risqueriez également d'empirer la situation de la personne ou la communauté que vous avez décidé de soutenir. Donc, on va partir du principe que le gouvernement auquel on va adresser la lettre est ouvert à la discussion et au débat. Deuxième règle à suivre, c'est d'être précis. Votre lettre doit rappeler l'essentiel des faits, donc par exemple le nom de la personne ou de la communauté qu'on soutient, la date de son arrestation, par exemple le lieu où elle est détenue si on le connaît, puis on formule une demande selon les recommandations d'Amnesty International pour que ce soit précis et vraiment pertinent. La troisième règle, c'est d'être simple. On va éviter de donner l'impression qu'on écrit uniquement parce qu'on s'oppose politiquement ou idéologiquement au gouvernement en question. Donc, on va prendre le soin de nous référer au principe du droit international des droits et des droits humains pour argumenter notre position. Donc, vous remarquez que les règles sont liées. Et c'est ça. Donc, on ne va pas partir dans des raisonnements très émotifs. On va rester au maximum objectif et nous baser sur des principes fondamentaux du droit international. Quatrième règle, c'est de faire preuve d'authenticité, de personnaliser notre lettre. Donc, on donne une indication de qui on est. Si on a un intérêt particulier envers le pays, car par exemple, on l'a visité, on connaît des personnes originaires de ce pays, on est membre d'une association établissant des liens d'amitié avec ce pays, on peut le mentionner. Ceci est susceptible de donner à notre lettre un style personnel qui la rendra plus convaincante et accentuera son authenticité. Dernière règle, c'est d'être bref, car une courte lettre sera toujours plus efficace. Elle aura surtout plus de chances d'être lue. Dans certains cas, quelques lignes peuvent suffire. Donc, la règle à avoir, c'est d'essayer de ne jamais excéder une page. Par ailleurs, si on en a envie, le cas échéant, on peut toujours réécrire à l'autorité pour réitérer nos revendications ou pour faire de nouvelles revendications. Mais on va toujours essayer de garder ça court et précis. On peut passer à la diapo suivante pour parler justement de la structure de la lettre engagée en réponse à un appel d'écriture dans le cadre des campagnes et actions d'Amnesty International. Pour vous aider un peu à visualiser, à structurer votre lettre, voici les éléments principaux qui la composent. Donc, on commence par des salutations, par une formule de politesse. Après, on peut présenter la personne ou la communauté défendue. Puis détailler
un peu sa situation, la situation dans laquelle elle se retrouve, la situation évidemment de violation du droit humain concerné. Quatrièmement, on formule les motifs d'inquiétude qui nous poussent à écrire cette lettre et on argumente encore une fois par des principes fondamentaux du droit international. On passe ensuite à la requête selon les recommandations d'Amnesty International. Quand vous répondez à un appel d'Amnesty International, vous serez toujours accompagné dans la rédaction de votre lettre et vous aurez toujours des idées de recommandations à inclure. Et on finit par des remerciements anticipés, une formule de politesse. Encore une fois, la règle de base, faire preuve de politesse. Donc, c'est un peu ça, en gros, le squelette d'une lettre engagée rédigée dans le cadre d'un appel d'Amnesty International. On peut passer à la dernière diapo pour vous remercier de votre attention. Voilà en quelques minutes la vision d'Amnesty International de l'écriture engagée et de l'impact surtout de cette dernière. Donc, n'hésitez pas à participer puis à vous lancer dans la rédaction de lettres engagées, à soutenir nos actions, car quelqu'un, quelque part, a besoin de vous. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole. Merci beaucoup, Narges. C'était une très bonne introduction. Je suis sûre qu'on va y revenir là, dans la période de questions. Je vais passer la parole à Isabelle Picard. Je vais commencer par te présenter brièvement, Isabelle. Isabelle est ethnologue, consultante, chroniqueuse et autrice Wendat, qui tente depuis plus de 20 ans de créer des ponts entre autochtones et allochtones. En 2018, elle commence à publier des textes d'opinion dans la presse et devient aussi chroniqueuse à Radio-Canada. En 2020, elle devient conseillère aux affaires autochtones à Radio-Canada, poste qu'elle a occupé jusqu'à tout récemment. Depuis, elle s'est tournée vers l'écriture de son deuxième roman, Jeunesse Niche, qui sortira en juin prochain. Également chargée de cours, Isabelle essaie de faire connaître l'histoire, la culture et les réalités des Autochtones par les différents projets auxquels elle prend part. Je te laisse la parole, Isabelle. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Koué, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler un peu d'écriture engagée. En fait, pour moi, l'écriture engagée, qu'est-ce que c'est? C'est de faire connaître des réalités qui sont méconnues, des réalités qui sont souvent marginales aussi, dont on n'entend pas beaucoup parler. Et donc, pour moi, l'écriture engagée, c'est de l'écriture inclusive. Parce que, justement, on va faire connaître à travers nos textes. Une vision du monde qui peut être dérangeante, qui ne suit pas le courant, le mainstream, qui ne suit pas le courant général de la société, mais qui aussi va faire en sorte que ça va contribuer à une transition, je pense, qui peut être soit sociale, qui peut être économique ou écologique, parce que pour moi, c'est indissociable l'économie de l'écologie. Évidemment, il faut tout repenser si on veut changer les choses pour de bon. Si tout le monde, on va dans un même courant, à la même place, il n'y a rien qui va changer. Alors, pour moi, ce rôle de l'écriture engagée, il est extrêmement important. Il est direct. Évidemment, j'ai commencé à écrire pour parler des réalités autochtones. Quand j'ai grandi, moi j'ai une quarantaine d'années, quand j'ai grandi, on n'entendait pas beaucoup parler des Autochtones dans la société en général. On connaissait très, très peu les réalités autochtones. Entre autres, les réalités des pensionnats que vous connaissez mieux maintenant. Grâce à tout ce qui a été révélé là, dans les dernières années, notamment grâce à la Commission Vérité-Réconciliation. Donc, les liens, ils étaient brisés en quelque sorte. Et pour moi, de rebâtir des liens, d'atteindre cette fameuse réconciliation dont on parle beaucoup, mais ça se passe à travers l'éducation. Et l'écriture engagée, il y a une partie éducative qui est extrêmement importante. Et si on veut changer des choses, il faut d'abord les faire connaître. Alors, voilà un peu, pour moi, ce que c'est que l'écriture engagée. Maintenant, pour
faire de l'écriture engagée, il y a différentes façons, il y a différents médiums qu'on peut utiliser, bien sûr. Léo va vous parler tout à l'heure. Je pense que l'art, c'est une façon extraordinaire de le faire. À travers la littérature, bon, on le disait tout à l'heure, je viens de terminer hier mon deuxième roman jeunesse. C'est un roman qui s'appelle Niche et je vous en parle très rapidement, pas pour faire de la publicité, mais parce que c'est un roman justement qui fait découvrir des réalités autochtones qui sont autres, qui sont différentes, des réalités du Nord québécois et la réalité de vivre dans une communauté autochtone aussi. Pour moi, la littérature, c'est une forme de rencontre avec l'autre et à travers ma littérature aussi, j'essaie de créer un engagement ou une curiosité de la part du lecteur, donc par rapport à des événements, des enjeux et des réalités autochtones. Donc, personnellement, ce qui me fait écrire mes textes d'opinion, entre autres dans la presse, bon, j'en ai fait plusieurs, j'en fais à Radio-Canada encore, et quand je prends la parole aussi, c'est souvent pour décrier des injustices. Mon moteur à moi, c'est l'injustice. J'ai une passion par rapport à un sujet, bien sûr, et je vous parlais d'éducation tout à l'heure. Donc, tout ça, pour moi, ça forme un tout. Et c'est ce qui va faire en sorte que je vais vouloir faire changer les choses à travers mes textes, à travers le temps. Et c'est déjà arrivé que je fasse changer les choses avec mes textes, notamment dans une situation avec le gouvernement du Québec où les jeunes Inuits, les enfants Inuits qui devaient se déplacer au sud, à Montréal notamment, pour suivre des traitements médicaux, ben, ils partaient en avion ambulance tout seuls, sans leurs parents, en parlant pas le français, en parlant, oui, l'anglais peut-être, mais surtout l'inuktitut. Donc, imaginez le choc que ces enfants-là avaient en arrivant à Montréal. Et donc, à travers les médias, à travers une lettre, il y a eu une réaction à l'époque du ministre Barrette. Donc, on est capable, je pense, de faire changer des choses à travers l'écriture et les lettres d'opinion. Ce qu'il faut, selon moi, pour faire une belle lettre d'opinion ou de l'écriture engagée, premièrement, il faut faire ses recherches. De l'opinion, ce n'est pas que de dire je suis en désaccord. Je veux dire, il faut évidemment pouvoir prouver son point. Donc, on doit faire la recherche qui s'impose. Faire la recherche, pour moi, c'est aller lire, évidemment, ce qui s'est écrit sur le sujet. Ça peut être des articles d'autres médias, ça peut être des articles scientifiques. Ça peut être aussi, quand c'est possible, se rendre sur le terrain. J'aime beaucoup le faire. Dernièrement, en fait, il y a 2 ans, vous vous souvenez peut-être de la crise avec les Wet'suwet'en et la crise ferroviaire, donc qui avait eu lieu au Québec. Et on m'avait invité à aller parler de ça, tout le monde en parle, et j'ai voulu faire un texte d'opinion aussi là-dessus. Et je me suis dit, quoi de mieux que de me rendre à Saint-Lambert, pas très loin, sur la voie ferrée pour voir ce qui se passe. Donc, ça peut vouloir dire ça aussi, faire ses recherches. Donc, il faut savoir de quoi on parle dans un premier temps. Aussi, pour moi, une lettre d'opinion ou une lettre engagée, c'est d'amener l'humain à travers l'émotion, à travers ce que je vais écrire. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup à travers l'émotion qu'on va être capable d'aller toucher la personne qui nous lit et peut-être la conscientiser davantage à s'engager dans une voie ou dans une autre. Donc, pour moi, j'ai pas peur d'aller dans l'émotion. Je suis pas une journaliste de formation, je suis ethnologue. Donc, bien sûr, j'emmène des faits parfois scientifiques, qu'ils soient sociaux ou autres, mais je pense qu'à travers l'émotion, c'est une belle façon aussi d'aller chercher les gens. J'ai une autre façon aussi que je fais, c'est que j'ai pas peur de confronter mes idées. C'est-à-dire que j'en parle autour de moi, je vois la réaction des gens. J'écoute aussi des lignes ouvertes, tout ce qui se fait à la télévision en termes d'opinion. Donc, c'est une façon aussi de mettre les choses en perspective avant d'écrire et de m'aider dans mon écriture. Et dernière chose, et ça, Narges l'a dit tout à l'heure, il faut savoir synthétiser. Un texte d'opinion, une lettre d'opinion, c'est 800 mots environ. Donc, il faut savoir faire tout ça à l'intérieur du texte, mais ça se fait quand même bien. Je ne sais pas si on nous avait demandé peut-être de lire un petit bout de ce que ça peut être de l'écriture engagée. Il me reste peut-être 2 minutes, donc j'aimerais le faire. C'est un texte que j'ai écrit dans la presse en janvier dernier.
Et c'est un texte qui parle du privilège de la colère. Donc, on peut aller n'importe où quand on parle d'écriture engagée. Bien sûr, comme Amnesty le fait, ça peut être pour libérer des prisonniers politiques, mais ça peut être aussi pour parler d'un peu tout. Et là, je parle du privilège de la colère. Alors, je vous lis un petit peu. Il y a un moment déjà, je me suis mise à réfléchir à la colère. En fait, elle s'est imposée à moi, tout doucement. Une colère qui fait sa place sur la pointe des pieds, dans un noir absolu, à peine perceptible. Et puis, elle était là. Sur le coup, je n'ai pas compris. Vous vous demanderez peut-être de quoi je parle. Ça peut paraître banal, puisque le droit à la colère paraît évident sans doute. Plus j'y réfléchis cependant, plus je la décortique, plus je me dis que l'on peut ajouter la colère dans la longue liste des privilèges auxquels les Autochtones n'ont pas droit, ou si peu. Ça vous choque peut-être? Je sais, je n'ai pas l'habitude de parler en termes de privilèges. Je n'ai jamais trouvé que ça faisait de belles rencontres, de belles conversations, mais parfois, il faut dire les choses. D'aussi loin que je me souvienne, on demande aux Autochtones, tacitement du moins, de ne pas faire de bruit, de ne pas se fâcher ou parler trop fort, de tendre la main, de créer des ponts, d'être patient et compréhensif, d'enseigner, de se mettre à la place de l'autre et parfois même de sourire. Comme un sous-texte de la paix esthétique et de l'encaissement forcé, on peut être triste, mais pas en colère. Ce n'est pas beau, la colère. Ce n'est pas constructif non plus. Au pire, ou au mieux, c'est selon, on nous invitera à négocier. Négocier à s'en épuiser dans un essaim de belles paroles et de promesses à demi tenues. Pardonnez mon cynisme, mais c'est tout ce que je connais. Mardi, les ministres Miller et Adjou, ainsi que plusieurs leaders autochtones, annonçaient les détails d'une entente de la dernière chance dans le cadre d'une plainte déposée conjointement par l'Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada en 2007. Cette plainte affirmait que le sous-financement des services de protection de l'enfance dans les communautés autochtones était un état discriminatoire pour les enfants des Premières Nations et leurs familles. En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne concluait que le gouvernement fédéral avait fait preuve de discrimination envers les enfants des Premières Nations du pays. 14 ans de bataille juridique, 14, davantage si on regarde le dossier dans son ensemble. Alors, je m'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si ça vous intéresse, c'est le privilège de la colère. Et donc, c'est une façon pour moi d'aborder ou de mettre en lumière un événement discriminatoire qui se devait d'être dit. On dit beaucoup que les Autochtones doivent parler de leur vérité et donc j'ai choisi de le faire à la hauteur de ce que je pouvais faire pour faire un changement. Merci beaucoup. Un grand merci, Isabelle. C'était très pertinent. En effet, les mots ont le pouvoir de mettre en lumière des enjeux qui n'ont pas toujours l'attention qu'ils devraient et de mettre de l'avant des aspects auxquels qu'on ne connaît pas ou auxquels on n'a pas pensé, que ce soit, comme tu disais, au niveau plus argumentaire, au niveau plus personnel, concret, humain. Donc, merci. Je vais maintenant passer la parole à Léo. Léo Coupal, je vais commencer par t'introduire brièvement. Léo, c'est un artiste multidisciplinaire originaire de Québec, adepte de la culture hip-hop et danseur de break. C'est à l'âge de 15 ans qu'il développe une passion pour la poésie et l'oralité. En 2016, il rejoint la scène québécoise de slam et y remporte le Grand Slam national. En 2017, il représente le Québec à la Coupe du monde de slam de poésie à Paris et s'y classe 5e. En mars 2021, il a remporté le premier prix du concours d'éloquence d'Élie Talangue. Tout en travaillant sur différents projets artistiques, il continue de développer sa pratique personnelle et partage son art entre école et événements. En danse comme en poésie, il travaille minutieusement le rythme et met l'emphase sur le flow de chaque performance. À toi la parole, Léo. Merci, bonjour, je suis très content d'être là puis de pouvoir vous partager ma vision de l'art et de l'écriture engagée. Je pense que d'ailleurs que ça va être très complémentaire à ce que Isabelle a déjà avancé. Donc, rapidement, je vais quand même prendre quelques secondes pour introduire un peu c'est quoi le slam, même si tout le monde a une petite idée. Le slam, rapidement, là, c'est une forme de compétition oratoire dans laquelle les poètes doivent performer un poème en 3 minutes qu'ils ont écrit eux-mêmes, donc ils sont nécessairement l'auteur ou l'autrice.
Puis, donc, c'est jugé. C'est une manière, initialement, les créateurs de ce mouvement-là ont voulu rendre la poésie dynamique en la rendant, euh, en créant une forme de compétition où le public est actif et juge même. Donc, l'idée, c'est d'avoir un poème puissant qui peut être de forme très variée, là, humoristique, plus rap, ça peut être de la poésie plus classique, mais c'est 3 minutes et ça doit toucher le public. Donc, voilà. Puis aujourd'hui, ça a pris différentes formes. Il y a des gens qui ont récupéré cette forme-là ou qui en a émergé à travers de la musique, des spectacles. Mais initialement, c'est cette joute oratoire compétitive là, qu'on appelle le slam. D'ailleurs, le mot slam vient de shlem, qui veut dire tournoi. Donc, là est le lien. Je vais commencer en faisant une distinction qui est, selon moi, pas nécessairement nécessaire entre poésie personnelle et poésie engagée, parce que c'est une distinction que j'ai souvent vue dans les classes, dans les écoles, que les enseignants-enseignantes font, et avec raison, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette distinction-là parce que pour moi, un slam puis un poème engagé doit nécessairement être personnel, puis un poème personnel est souvent engagé malgré lui, selon moi. Je pense qu'on a souvent l'impression qu'on écrit un poème personnel, mais qu'à l'écoute, quelqu'un qui ne connaît pas la personne va être très touché par le poème, puis va en émerger des réflexions, puis un changement de mentalité. Puis ça me permet de dire que cet atelier-là nous permet de réfléchir à c'est quoi finalement l'écriture ou l'art engagé. Puis je pense qu'on cherche, en tout cas, Isabelle va faire une définition intéressante. Pour moi, fondamentalement, on cherche justement à faire évoluer des mentalités, changer des mentalités, mettre en lumière aussi, pour ma part, mettre en lumière l'absurdité de plusieurs situations, le manque de cohérence de plusieurs choses du monde dans lequel on vit. Un jeune adolescent qui prend l'avion sans parents, sans parler la langue, c'est une forme d'absurdité, puis même d'insignifiance, selon moi. Puis la poésie engagée peut mettre en lumière cette absurdité-là. Donc, de là, la distinction entre personnel et engagé, selon moi, est un apport pédagogique, mais pas nécessairement sens, parce que des poèmes qui se veulent explicitement engagés, parfois, ne permettent pas de changer les mentalités parce qu'ils sont pré-mâchés. Puis à l'inverse, un poème hyper personnel peut bouleverser puis changer la conception du monde d'un auditeur. Donc, je commencerai avec ça. Puis, évidemment, toutes les causes sont bonnes. On peut écrire sur tout. Je veux dire, il y a tellement d'injustices puis de choses à changer dans le monde. Donc, c'est pas une question de sur quelle cause il faut écrire, selon moi, mais laquelle te touche, sur laquelle tu as quelque chose à dire, puis sur laquelle tu penses que tu as une vision qui peut être pertinente pour l'auditeur. Donc, moi, je pourrais écrire sur les enjeux qu'Isabelle a présentés, mais j'ai pas suffisamment de connaissances. Puis, ce manque de connaissances-là fait que je suis pas engagé émotionnellement suffisamment, puis on fait de l'art à ce moment-là. Donc, l'engagement émotionnel est nécessaire. Par contre, au niveau personnel, j'ai fait un bac en sociologie que j'ai terminé l'an passé, puis ça m'a fait réaliser justement une forme d'absurdité dans cette espèce de roue-là dans laquelle tout le monde court, puis qu'on est constamment pris à travailler des 40, des 50, des 60 heures semaine pour des entreprises qui n'ont même pas nécessairement de sens au niveau humain, puis sur ce qu'on construit socialement. Puis ça, pour moi, c'est une forme d'absurdité qui m'a touché. Donc ça, j'ai écrit sur ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une cause qui a plus de valeur qu'une autre cause, mais ça reste personnel. Puis c'est là le lien entre personnel et engagé qui est selon moi fondamental. On peut écrire sur n'importe quoi, mais si on veut que ça ait un apport émotionnel, il faut que ce soit personnel. Donc, pour l'élève qui écoute possiblement, qui veut écrire un poème engagé, je commencerai en posant la question, qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui, pourquoi au quotidien, manque de sens? Puis, c'est pas anodin que la cause écologique touche particulièrement les jeunes. Ils vont vivre dans le monde dans les 50, 60, 70 prochaines années. Donc, il y a un sens, c'est personnel, fondamentalement. Voilà. Isabelle le dit un petit peu, d'ailleurs, puis ça fait déjà plusieurs fois que je le note, mais l'apport du slam engagé, c'est que ça touche non seulement l'intellect, ça peut faire réfléchir, mais ça touche émotionnellement,
Ça peut faire rire, ça peut faire pleurer, ça peut mettre en colère, ça peut déranger des fois, ça peut mettre inconfortable. Des fois, on n'est pas d'accord, on dit c'est un mauvais slam, ça n'a pas rapport à ce qu'on nous dit, mais ça participe aussi à la dimension engagée. Donc, pour moi, le potentiel est là, c'est qu'on est en train de mélanger l'engagement social avec la créativité. Puis, c'est ici qu'il y a beaucoup de potentiel parce qu'en 3 minutes, un texte bien écrit et bien ficelé peut bouleverser vraiment une conception du monde. Au niveau des concepts et des techniques, quand même, bon, c'est sûr que c'est un poème oral, le slam, je veux dire rendu à l'oralité. Donc, il y a souvent beaucoup de rimes, d'assonances, d'allitération. Le but, c'est d'aller chercher un rythme qui rende ça plaisant pour l'auditeur. Cela étant dit, une histoire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, raconter une histoire en partant d'un seul personnage, puis une histoire très située, peut mettre en lumière une réalité sociale beaucoup plus large. Donc, ça, c'est une manière très puissante de rendre un slam. Le plaidoyer, l'analogie, l'humour sont tous des manières très puissantes en peu de temps de bouleverser l'auditeur. Puis, c'est à peu près ce que je dirais. J'en profiterai là, de la dernière ou les 2 dernières minutes que j'ai pour rendre un court extrait, justement. Puis l'extrait que j'ai choisi, je vais en profiter pour l'introduire. J'ai des textes qui sont souvent très rythmés, très rimés. Mais là, j'ai choisi un extrait où ce n'est pas du tout. Mais au contraire, j'ai utilisé beaucoup plus l'absurdité puis la légèreté pour rendre compte d'une insignifiance, selon moi, là, que j'évoquais au début de l'atelier. Donc, c'est l'introduction d'un texte que j'ai jamais encore performé, donc je vous offre ça en primaire. Ça va comme suit. Couramment, les gens pratiquent le jogging. Cela semble être une mode. Le déplacement du corps par course à pied, pourtant sans réelle destination, est un mouvement à l'image de celui de la société, car sans réfléchir à la direction, ce qui est clair, c'est que tout le monde court. Il est normal qu'à une époque comme la nôtre où les gens sont assis dans leur voiture, leur bureau et leur quotidien, le jogging soit encouragé et même populaire. Car à une époque comme la nôtre où les gens courent au volant, au travail et au quotidien, le jogging leur permet peut-être finalement de reprendre leur souffle. Voilà. Un grand merci, Léo. Très inspirant. Vraiment, vos propos, là, Narges, Isabelle, Léo, est très, très complémentaires. Mais en même temps, je voyais définitivement un fil conducteur. Les 3, vous avez parlé de l'importance d'y amener un aspect personnel, d'y amener de l'émotion, donc à retenir. On va maintenant être rendu à la période de questions. Donc, j'invite les spectateurs, les participants à écrire leurs questions dans la section Q et R pour nos panélistes ou encore à lever la main pour qu'on vous donne la parole. On a déjà une première question, je crois que ça s'adresse particulièrement à Narges. C'est par rapport aux lettres. Est-ce que des lettres individuelles ont plus de poids qu'une lettre signée par plusieurs individus? C'est une question aussi que je me suis déjà posée. On voit parfois des lettres où on peut être plusieurs personnes à envoyer exactement la même lettre. Est-ce que ça a plus d'impact ou d'envoyer des lettres personnalisées ou d'y aller avec plusieurs signataires sur une même lettre? Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que, merci pour la question, et c'est une question très pertinente. Il faut déjà commencer par écrire, donc il faut déjà commencer par se lancer, déjà faire les recherches nécessaires, comme Isabelle l'a souligné, et trouver ce qui nous indigne dans la violation, par exemple, dans le cas des appels d'Amnesty International, et structurer sa lettre, faire preuve et respecter toutes les règles de base dans la rédaction. Du moment où vous vous lancez, vous contribuez déjà à l'amélioration de la situation d'une personne dont les droits sont bafoués. C'est sûr que si vous réussissez à attirer d'autres personnes pour qu'elles vous soutiennent dans votre action, ce sera encore mieux. En fait, l'impact de l'action collective est très important dans la pression qu'on fait sur les autorités auxquelles on s'adresse. On fait preuve de solidarité internationale avec les personnes dont les droits sont bafoués et on fait de la pression internationale sur les autorités auxquelles on s'adresse. Maintenant,
écrire le même texte et l'adresser au même moment, ça peut avoir un impact. Ça a un impact. Au final, ça montre à la personne à laquelle on s'adresse que telle violation est connue et elle est su par plusieurs personnes, des milliers de personnes de partout dans le monde, et ces personnes-là tiennent pour responsable telle autorité qui est en violation des droits humains. Le côté personnalisé, l'authenticité de la lettre accentue l'impact de la lettre. Donc, encore une fois, il faut savoir mettre sa propre marque, sa propre personnalité dans la lettre. Dans le cadre des appels d'Amnesty International, certainement, il y a des règles à suivre pour que votre lettre puisse être lue et son impact. Mais vous avez toujours l'espace d'exprimer votre indignation et d'exprimer que vous vous opposez à une situation de violation des droits humains. Et on peut, par exemple, demander à d'autres personnes d'écrire une lettre en suivant un certain modèle, mais on leur laisse l'espace de s'exprimer, de personnaliser leur lettre, de laisser une touche d'authenticité. La lettre sera encore plus convaincante et montrera à l'autorité concernée que des personnes de différentes perspectives, issues de différents milieux, la tiennent pour responsable et demandent des changements, des améliorations. Donc, ce que je voulais dire, encore une fois, c'est plus on est nombreux et nombreuses, plus notre impact est important et plus la victoire est plus simple à réaliser et l'amélioration de la situation de la personne ou la communauté soutenue est proche et réalisable. Merci, Narges. Une autre question pour vous tous et toutes. On parle de l'impact que la prise de parole va avoir sur ce sur quoi on veut discuter. Quel serait l'impact sur la personne elle-même, sur l'auteur, l'autrice? Vous-même avez écrit des textes ou pris la parole. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Comment ça vous fait sentir tout ça? Je vais peut-être commencer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer pour répondre à cette question. Isabelle, oui. Oui, ben moi, je trouve ça extrêmement libérateur parce que en tant qu'Autochtone, on fait face quand même à certains préjugés, certains stéréotypes et on sait qu'ils sont faux. Donc, ces préjugés-là, on peut les expliquer. Par exemple, le préjugé de l'alcoolisme ou de la consommation de drogue chez les Autochtones, quand on se met à creuser, on peut l'expliquer. On peut voir que c'est une réalité. Oui, il y a de l'alcoolisme, je ne vais pas le nier. Par contre, il y a eu des traumas liés justement au pensionnat. Des traumas, des abus physiques, des abus psychologiques, des abus même sexuels. On connaît l'histoire des pensionnats autochtones. Et donc, écrire ces réalités-là et ces vérités-là permet de redresser un petit peu les torts puis de refaire la justice en quelque sorte. Et pour moi, c'est extrêmement libérateur que de raconter des vérités, de raconter l'autre côté de la médaille, l'autre histoire qui n'est pas connue. Et donc, moi, c'est un peu une thérapie en quelque sorte. Ça m'aide énormément. C'est très personnel, mais voilà ce que ça fait. Mm-hmm. Merci beaucoup. Est-ce que Léo Narges aimerait ajouter quelque chose? Oui, Léo? Pour ma part, ça permet vraiment de mettre des mots sur peut-être un inconfort avec certains éléments du monde dans lequel je vis, que je ressens quotidiennement, mais qui ne sont pas nécessairement hyper conscients. Puis que là, quand je me pose pour écrire, je suis forcé de mettre des mots puis de théoriser à travers l'art. C'est ça, une absurdité ou une insignifiance du quotidien. Pourquoi je suis mal à l'aise devant un Walmart et un énorme parking? Ben, là, quand je me pose devant mon ordinateur, là, je mets des mots sur cette insignifiance-là, puis je suis capable de la justifier et non de me sentir comme un simple chialeur ou quelqu'un qui devrait accepter la réalité du monde dans lequel on vit. Mm-hmm. Pour m'en passer, peut-être ça. Oui, en effet, le fait de mettre des mots sur les choses permet souvent de clarifier notre pensée, d'organiser notre idée, là. Très bon, oui. Je dirais que si ça le fait pour moi, ensuite, quand je livre mon texte, j'ai espoir ou j'ai la confiance que ça puisse le faire pour quelqu'un qui écoute, évidemment. Narges, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, déjà, réitérer ce que Léo et Isabelle ont dit. Personnellement, je trouve que c'est thérapeutique. Donc, Isabelle l'a très bien expliqué. Et puis, pour rester dans le cadre des actions d'Amnesty International, c'est libérateur et thérapeutique pour les personnes qui écrivent aussi. Parce que quand on fait face à des violations, des enjeux liés aux droits humains partout dans le monde, des fois, on peut se sentir submergé par un sentiment d'impuissance qu'on n'a pas l'espace ni la possibilité d'agir, de changer les choses, d'écrire une lettre, un message d'espoir, par exemple, qu'on adresse à une personne dont les droits sont bafoués, ça nous permet d'agir, ça nous permet de poser une action et peut-être changer les choses. C'est sûr que le changement n'aura pas lieu le lendemain, mais au moins on aura contribué et on aura fait partie de ce cheminement vers le changement et la satisfaction de savoir un de ces jours que telle personne qui a subi des violations a été libérée ou sa sentence a été réduite, par exemple, grâce à nos lettres. Ça produit, ça engendre un sentiment de satisfaction personnelle qui renforce notre volonté de continuer d'agir sur plusieurs autres plans personnels. Puis c'est ça, on continue de faire de notre mieux pour faire changer les choses de ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer ailleurs dans le monde. Donc, très important de prendre le courage et d'agir, d'écrire. Mm-hmm. Merci. Donc oui, donc l'aspect libérateur, l'aspect prise d'action et clarification de la pensée, ça peut vraiment motiver là, les gens à prendre la parole. On a une autre question du public, Marjolaine, qui nous demande comment peut-on aider des élèves à écrire sur un sujet qui ne les touche pas tous personnellement et à être convaincants. Par exemple, comme dans l'épreuve ministérielle de 5e secondaire, où ils ont un sujet qui leur est choisi en quelque sorte. Est-ce que quelqu'un aimerait se lancer? Oui, Narges. Je parlerai dans le cadre de mon travail d'éducation aux droits humains, par exemple. J'ai souvent une activité avec laquelle je commence où je leur demande qu'est-ce que vous avez fait en vous réveillant. Et au bout de la discussion, on se rend compte que ce qu'on fait, les choses du quotidien, c'est des privilèges pour certaines personnes, c'est des droits. Les activités du quotidien reflètent les droits humains. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de simplifier les enjeux et surtout de retenir l'attention des jeunes sur des enjeux qui peuvent leur paraître éloignés ou alors qui ne les touchent pas. Au final, ils et elles se rendent compte qu'effectivement, ce sont des droits qu'ils exercent et qu'elles exercent dans leur quotidien et que certains et certaines jeunes ailleurs dans le monde n'ont malheureusement pas la possibilité de jouir de ces droits-là, alors que les droits humains sont supposés être universels et inhérents à chaque être humain. Donc, c'est une belle façon d'introduire le sujet, par exemple les violations des droits humains auprès des jeunes. Mm-hmm. Merci, excellente piste proposée. Est-ce que Léo, Isabelle, souhaitiez ajouter quelque chose? Sinon, on va passer à une dernière question du public également. On a Marwan Jundi qui nous demande comment avez-vous découvert ou appris l'écriture malgré ses difficultés et ses obstacles? Donc, peut-être une occasion justement qui vous a permis d'y toucher une première fois. Qui aimerait se lancer pour répondre à cette question? Isabelle, oui. Je veux bien. En fait, c'est arrivé comme très tôt dans ma vie. C'était juste un besoin. Je me souviens que j'étais au secondaire puis que dans les cours de maths, je n'aimais pas vraiment les maths. Désolée aux profs de maths. J'écrivais des poèmes, j'écrivais différentes choses, des pensées. C'est arrivé très rapidement. Et il y a eu la fameuse, on venait d'en parler, l'épreuve du ministère en secondaire 5. Et on dirait que là, j'avais ce besoin-là de dire les choses, de l'exprimer avec ma voix à moi. Donc, ça a été plus un besoin, je dirais, qu'autre chose. Mais tranquillement, moi, c'est à travers la poésie que c'est arrivé. C'est un peu drôle, hein?
Et puis, tranquillement, ben, j'ai pris conscience du monde qui m'entourait, des injustices, des absurdités, comme le disait Léo tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi l'écriture qui s'est transformée vers une écriture un peu plus d'opinion ou un peu plus engagée. Mm-hmm. Merci. Est-ce que Léo Nargès aimerait ajouter quelque chose? Excuse-moi. Ben, j'allais dire que je pense que je l'ai dit un peu, mais c'est le constat de justement d'absurdité au quotidien ou le désir de mettre des mots, encore une fois, là, qui répond à cette question. Mm-hmm. Parfait, merci. Nargès. Ma réponse sera sur un plan purement personnel, donc c'est une confidence que je vous fais. J'ai toujours tenu un journal. Ça m'aide beaucoup pour me recentrer moi-même et pour comprendre ce qui se passe dans ma tête. Quand on fait des études, on travaille, on a une vie très active. Des fois, on se pose beaucoup de questions et il est bien de les écrire et de trouver les réponses entre ces lignes-là, de les noter aussi et de nous rappeler à chaque fois qu'on a les mêmes questions, on avait trouvé les réponses, on se recentre et ça nous permet de continuer d'avancer et d'avoir le contrôle sur notre quotidien. Donc, c'est très thérapeutique. Dans un journal, personne ne vous jugera, les obstacles n'existent pas, vous vous faites des confidences à vous-même et vous vous aidez vous-même, ce qui vous permettra d'aider votre entourage, puis d'élargir votre soutien à des personnes qui n'ont pas les mêmes possibilités que vous. Donc, c'est ça, il ne faut pas hésiter à écrire, c'est vraiment libérateur et thérapeutique. Mm-hmm. Merci. C'est tout ce c'est ce qui conclut l'activité, c'est tout ce qu'on avait comme temps. J'aurais aimé continuer cette discussion encore longtemps. J'aurais eu plein de questions pour vous, mais on doit s'arrêter ici. Un grand merci pour votre présence et votre participation. Nargès, Léo, Isabelle. Vous avez également préparé des exercices pour permettre aux participants là, de se mettre en pratique avec les trucs et astuces que vous leur avez donnés. Donc, les exercices vont être envoyés aux participants par courriel après l'activité et seront aussi disponibles sur notre site Internet. Isabelle, de quelle façon je pourrais dire merci en langue Wendat? Tsawink. Sawink? Tsawink. Tsawink. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Plusieurs autres activités s'offrent à vous, participants, jusqu'à ce soir, 19h. N'hésitez pas à consulter la programmation en ligne, lab22.org. La prochaine activité de la journée est la classe connectée engagée avec une invitée de marque, Marie-André Mauger, membre du comité exécutif de Projet Montréal et responsable de la transition écologique et de l'environnement à Montréal. Ça aura lieu de 10h30 à 11h. Vous pouvez aussi visionner des capsules éducatives disponibles en tout temps sur le site Internet du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets relatifs à la transition écologique et peuvent servir de contenu éducatif à diffuser en classe pour faire vivre aux élèves des ateliers pratiques ou stimuler des discussions. Finalement, si vous souhaitez faire bouger les choses à votre école, n'hésitez pas à inviter votre direction d'école à signer le pacte de l'École québécoise pour passer de la parole aux actes ou encore appuyer celui-ci en le signant vous-même pour démontrer votre appui au mouvement. Tous les détails sont sur notre site Internet. Avant de vous quitter, je tiens à remercier toute l'équipe et les collaboratrices du Lab 22, ainsi que ses précieux partenaires. Merci à tout le monde et à la prochaine. La transition se poursuit.